Et la mort du président iranien, Benjamin, c'est justement le thème de votre info en grand, puisque vous avez retrouvé beaucoup d'images de ce crash sur lequel des zones d'ombre demeurent. Est-ce qu'on sait exactement dans quelles circonstances le président iranien est mort? Alors ça, c'est l'une des rares parties qui est assez identifiable, on va dire, visuellement en photo. Et c'est sans doute cette partie-là, c'est l'arrière de l'hélicoptère qui a sans doute permis l'identification et la localisation. Vous voyez, c'est l'arrière, on voit la couleur bleue. Oui. On retrouve la couleur bleue de l'arrière de l'hélicoptère présidentiel qui est donc parti de cette région de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est la dernière image qu'on ait de l'hélicoptère en l'air, en partant. Il est parti donc de cette zone-là, au niveau du barrage à la frontière où il avait rencontré le président azerbaïdjanais, le président Aliyev, et il devait rejoindre à 120 km plus loin à vol d'oiseau la ville de Tabriz, et il devait, on le voit ici sur le plan, survoler cette zone montagneuse, et c'est au sud de cette zone montagneuse qu'on a trouvé la carcasse. Et vous voyez, quand je dis zone montagneuse, à quoi ça ressemble? J'ai fait une capture d'écran de Google Earth de la zone précise. Vous voyez, c'est ici où a été repéré l'hélicoptère. On voit que c'est extrêmement escarpé. Ajoutez à cela une zone où il y a beaucoup de végétation. Bref, une zone où il était quasiment impossible d'effectuer un atterrissage d'urgence. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a vraiment que l'arrière. Quand je vous disais que c'était la partie qui avait permis d'identifier, pour le reste, tout a quasiment ou presque été calciné, voilà, brûlé. Tout à fait. Et on est en plus de cela là à plus de 2000 mètres d'altitude, une zone quasiment inaccessible. D'ailleurs, pour retrouver la carcasse, vous voyez, ce sont des drones turcs qui ont survolé la zone et qui étaient dotés notamment de vision nocturne pour repérer la carcasse dans des conditions climatiques difficiles. Oui, alors on le voit très bien sur vos images. D'abord une zone montagneuse, mais aussi beaucoup de brouillard. On a l'impression sur ces images qui rendent presque le vol impossible, Benjamin. Oui, alors je vais vous montrer la dernière image où je la remonte au moment du décollage. Là, on se dit, à basse altitude, les conditions de visibilité restent à peu près correctes. À 2000 mètres d'altitude, les conditions furent tout à fait différentes. Ça, c'est la première image qu'on ait eue des secours. Donc les conditions les plus proches, si vous voulez, du moment du crash. Je ne sais pas si vous voyez la personne, là, elle est à une vingtaine de mètres. On a du mal à la distinguer. On a des images de secours qui arrivent où la visibilité, même ne serait-ce qu'à 10 mètres, est très très compliquée. Voilà les conditions. On distingue les secours là, une dizaine de mètres. Très épais comme brouillard. C'était un brouillard très très épais. Ce qui interroge, c'est que le brouillard très très épais, il concernait tous les hélicoptères du convoi. Parce qu'en fait, quand vous interrogez et vous lisez cet expert iranien, chercheur défense en Iran, qui s'est expatrié depuis, il nous dit un hélicoptère présidentiel iranien ne voyage jamais seul. Il y a toujours au moins 2 autres. Ils sont toujours au moins 3 autour. Or, il n'y a eu qu'un crash. Les 2 autres ont visiblement atteint leur destination. Ils ont atterri en Iran. On n'a aucune information sur un autre crash en tout cas. Donc ça suggère que ces 2 autres hélicoptères ont atteint leur destination. Et d'ailleurs, je vous montre cette photo. Ça, c'est l'hélicoptère présidentiel qui est filmé depuis un autre hélicoptère. Ce qui atteste qu'il y avait bien d'autres hélicoptères avec cet hélicoptère présidentiel. Alors forcément, sur les réseaux sociaux circule la thèse d'un acte malveillant sur l'hélicoptère présidentiel. Je vous propose d'écouter l'analyse de Michel Goya qui émet quelques doutes sur cette hypothèse et il se base sur des éléments bien concrets. Concrètement, ça ne peut pas être l'objet d'un tir, par exemple, d'un tir de missile ou des choses comme ça, les conditions étant telles que c'est quasiment impossible. S'il y a intention malveillante, c'est-à-dire acte hostile, ça ne peut être que soit un sabotage à l'intérieur. Quand on regarde la carcasse, il n'y a pas eu explosion complète. Là, apparemment, les choses sont concentrées. Bon, donc, voilà, l'hypothèse de l'accident est quand même de très loin la plus vraisemblable. Hypothèse de l'accident, et on peut ajouter qu'il n'y a absolument aucune revendication de qui que ce soit concernant cet accident. Et d'ailleurs, l'Iran, à l'instant dont on se parle, n'a accusé formellement personne. Et en conséquence, Benjamin, certains s'interrogent sur l'état de l'appareil, de l'hélicoptère. Alors, il arrive que le président iranien voyage avec cet hélicoptère soviétique, mais là, ce n'était pas le cas. Il avait un autre hélicoptère, c'était cet hélicoptère que je vous ai montré. Ce n'est pas un hélicoptère de fabrication soviétique, c'est un hélicoptère de fabrication américano-canadienne. Ce qui s'appelle un Bell 212, qui avait été livré, mais qui avait été livré à l'Iran il y a très longtemps, à l'armée iranienne, notamment avant la révolution islamique. Donc son âge interroge aujourd'hui, je vous cite l'agence AP, la flotte militaire iranienne date majoritairement d'avant la révolution islamique de 1979.
Et la question de l'entretien est posée, parce qu'en fait, l'Iran utilise une variété d'hélicoptères, mais les sanctions internationales rendent difficile d'obtenir des pièces pour leur entretien. Et effectivement, j'ai pris la liste des entreprises sanctionnées par les États-Unis. Et quand vous la consultez, il y a notamment la Société iranienne de soutien et de renouvellement des hélicoptères. Quand vous lisez le communiqué du Trésor américain, c'est une société qui a construit et révisé des hélicoptères, y compris des modèles fabriqués aux États-Unis, pour l'armée iranienne. Ce qui interroge donc, est-ce que finalement les sanctions n'auraient pas eu un effet indirect dans cette affaire? C'est l'un des mystères de ce crash. Saura-t-on jamais d'ailleurs? Une commission d'enquête va être effectivement créée. Est-ce que tout sera révélé? On ne sait pas. Merci beaucoup Benjamin Solesnes. Un président est mort. Vive un autre président. Enfin, il va y avoir une élection début juillet. 50 jours. 50 jours. Ça fait court pour la campagne. Voilà, c'est court pour la campagne. Elle va passionner les Iraniens. Vous pensez qu'ils vont aller massivement aux urnes? Ça, c'est une très bonne question. Franchement, non. On sait que ce sera un conservateur de toute façon. Il y aura 3 potentiels candidats. Celui qui va prendre là sa suite, qui est donc le vice-président, selon l'article 131 de la Constitution, c'est lui qui doit prendre sa place en cas de destitution, en cas de mort, etc. Ça peut aussi être le président du Parlement, qui est ultra-conservateur, ou l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est lui aussi ultra-conservateur. Donc de toute façon, il n'y aura pas de grande surprise. Une déclaration intéressante ce matin du porte-parole du gouvernement iranien qui dit bon, de toute façon, il n'y aura pas la moindre perturbation dans l'administration du pays, comme pour rassurer sa population. Pas de grand changement, parce qu'on rappelle aussi que la plus haute autorité en Iran, c'est le guide suprême et c'est l'ayatollah Ali Khamenei. Donc bien évidemment, il va y avoir des changements, mais en fait ce sera très très minime. C'est plutôt d'ailleurs qui succédera à Ali Khamenei, puisque le défunt Raïssi devait être le successeur. Donc ça, c'est la vraie question. Voilà. Merci beaucoup Solène.